Bonjour à tous les trois et Bonjour. Merci d'être réunis sur ce plateau. Un grand merci d'abord à Pierre Boué, avec lequel ça n'a pas été facile d'organiser cette rencontre. Et je crois qu'il a fallu plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Mais bon, tu m'as toujours rassuré en me disant que ça allait se faire. Ce qui veut dire, à mon sens, que la retraite d'un enseignant-chercheur n'est pas toujours de tout repos. Mais bon, je suis bien content qu'on soit réunis là. Et un grand merci à vous deux également, Marie-Agnès et Olivier, d'avoir répondu à l'invitation de Pierre, qui vous a entraîné dans cette aventure. Alors quand je dis aventure, c'est pas par hasard. Pour préciser les choses, la première fois qu'on s'est vu et qu'on a commencé, quand Pierre m'a parlé du sujet dont il entendait traiter, à savoir l'édition de textes latins médiévaux, j'étais pas forcément très rassuré ou très enthousiaste. Ça me paraissait un petit peu aride vu de l'extérieur. Et puis on s'est réunis, on en a parlé, on a préparé un petit peu l'émission. Et là, d'un seul coup, j'ai complètement changé d'opinion et c'est tout un univers qui s'est ouvert pour moi. Et j'ai découvert que les latinistes, les chercheurs en latin, parfois leur travail, je trouve qu'il est un petit peu entre roman policier et roman d'aventure. Surtout les gens qui traitent d'historiographie, comme vous. Voilà. Alors, pour démarrer, je vais poser une question à Pierre. J'aimerais savoir si le fait qu'il soit natif de Normandie a eu une influence sur les travaux dans lesquels il s'est spécialisé. Alors, pour répondre brièvement, oui, c'est évident. J'ai été étudiant à l'université de Caen avec des personnes qui avaient une stature internationale. Je pense en particulier à des gens comme Michel Deboire ou Lucien Musset. Je n'ai pas fait histoire, mais j'ai fait lettres classiques. Et au terme de mes études de lettres classiques à l'université de Caen, j'ai été recruté comme assistant, et donc là, j'ai dû choisir un sujet de thèse. Et c'est là où mes souvenirs, mes lectures, et puis surtout le contact avec Michel Deboire, en particulier, qui m'ont incité à opter pour un sujet concernant le latin des XIe ou XIIe siècles, c'est-à-dire des auteurs qui ont raconté l'aventure des Vikings, l'aventure des Normands en Angleterre et en Italie du Sud. Et là, je dois avouer que pour moi, ça a été une passion. Mais il a fallu que je me reconvertisse, puisque je n'avais fait que des études de lettres classiques, et j'ai demandé à un certain nombre de collègues, pendant 3 ans, à suivre leurs cours. Donc j'ai suivi les cours de Michel Deboire, de Joseph de Camp, de Lucien Musset, d'André Debord, pour avoir une formation d'historien médiéviste. Et pour moi, ça a été extrêmement précieux. La plupart d'entre eux sont devenus d'ailleurs des amis proches, je parle même de Michel Deboire, et d'autant que pendant la guerre d'Algérie, on avait mené des combats ensemble, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, au terme de cette spécialisation, eh bien, j'ai pu me lancer dans l'aventure des historiens normands. Oui. Mais à l'époque, le latin était surtout, les études latines étaient surtout réservées aux auteurs anciens. Alors, oui. C'est là le problème. On m'a proposé un sujet sur Cicéron. J'aurais passé 15 ans ou 20 ans de ma vie à refaire la 30e ou 40e édition d'un texte latin, et je ne voyais pas du tout me passionner pour ça. Oui. Et c'est là où Michel Deboire, qui me rencontrant, je lui dis, on me propose un sujet sur Cicéron.
Il me dit, mais c'est invraisemblable, alors qu'il y a des auteurs du latin moyen, même des historiens normands de Guillaume le Conquérant, qui n'ont jamais été traduits, et qui n'ont jamais été publiés. Donc, par conséquent, il faudrait mieux vous lancer dans cette aventure. Et là, au niveau de Paris, parce qu'il fallait trouver un directeur de thèse qui soit parisien, c'est là où j'ai eu le soutien de Jacques Fontaine, qui m'a dit, je ne peux pas diriger vos travaux, mais allez-y, vous avez, avec Deboire et Musset, vous avez véritablement un patronage exceptionnel. C'était ces séminaires à la Sorbonne? Alors, je suis allé au séminaire de Jacques Fontaine pendant 20 ans. Ah oui. Mais en outre, j'ai dû me spécialiser aussi dans un domaine que je connaissais mal, c'est-à-dire les bibliothèques médiévales. Et là, aux hautes études, pendant 3 ans, tous les vendredis, je suis allé suivre les cours de Paul Vernet, qui était un vieux monsieur que j'admirais beaucoup, qui connaissait tout, et qui était une véritable encyclopédie vivante. Et là, ça a été un élément important de ma formation aussi. On peut peut-être te poser la question à Olivier et Marie-Agnès. En ce qui me concerne, moi, c'est vraiment du fait de rencontres, et d'abord la rencontre avec Pierre, puisque j'ai fait mes études de lettres classiques également à l'université de Caen. Et donc, Pierre a été l'un de mes professeurs. Donc le fait de rencontres beaucoup, le fait aussi d'un voyage en Sicile que Pierre a organisé pour ses étudiants avec François Neveu, qui m'avait vraiment passionnée. J'ai eu donc ainsi l'occasion de découvrir l'histoire des Normands en Italie du Sud et en Sicile. Et puis d'autres rencontres aussi que j'ai pu faire à Cerisy-la-Salle, au centre culturel de Cerisy-la-Salle, qui m'a vraiment donné le goût de la recherche sur le Moyen-Âge. Colloques qui étaient aussi organisés presque tous par Pierre. Et puis aussi parce que je suis d'Avranches et que j'ai donc été toujours en contact avec les manuscrits. Et donc d'ailleurs, le premier colloque à Cerisy auquel j'ai assisté, c'est celui dont le livre est ici, les manuscrits en luminure du Mont-Saint-Michel. Donc qui avait été un colloque extrêmement important, qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait vraiment montrer l'intérêt de faire des recherches sur le Moyen-Âge, sur les textes médiévaux, auxquels je n'avais pas été énormément sensibilisée en fait jusqu'à la licence. La sensibilisation au manuscrit est venue plus tard, à partir plutôt de la maîtrise. Et donc ensuite en thèse. Voilà. D'accord. Donc et Olivier? Pour moi, c'est mon arrivée à Caen, donc en 1994, qui a fait que j'ai été progressivement associé aux travaux donc, de Pierre. Essentiellement, puisque rien ne m'appelait a priori à travailler sur les historiographes normands de langue latine. Oui, c'est un peu le hasard des rencontres. Olivier est un paléographe remarquable. On l'a recruté d'ailleurs pour ça, parce qu'il avait fait des choses impressionnantes. À la différence de Pierre et Marie-Agnès, donc l'aspect historique, enfin purement historique des choses, sans m'être totalement étranger, n'est quand même pas ma spécialité. Je me cantonne donc plus particulièrement à l'aspect codicologique, paléographique non, mais et connaissance de la langue. Oui. Parce que là, inévitablement, comme j'ai été amené à m'intéresser à l'histoire auguste, qui est un continuateur de Suétone, donc de la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, je me suis vite rendu compte donc qu'on trouvait à l'état embryonnaire dans ces auteurs donc des constructions qui étaient pleinement abouties chez les auteurs médiévaux. Et ainsi, donc j'ai été amené à m'intéresser à la littérature donc entre guillemets post-classique, et revenant donc à ces auteurs de l'histoire auguste, j'étais préparé par ces lectures à mieux comprendre finalement le texte de l'histoire auguste. Et par la suite, donc, ayant été associé à Pierre, par Pierre d'abord au texte fondateur du Mont, et ensuite donc par l'intermédiaire de Marie-Agnès à Malaterra, eh bien inévitablement on s'intéresse à la langue de ces auteurs et on cherche à comprendre. Voilà. Donc on fait le nécessaire pour comprendre. D'accord.
Je voudrais faire un petit commentaire sur mes deux collègues. Marie-Agnès a fait toutes ses études à l'université de Caen, jusqu'à l'agrégation comprise, qu'elle a brillamment réussi puisqu'elle était première à l'agrégation de grammaire. Et ce qui a été évidemment un élément important pour son recrutement comme maître assistante. Et c'est dans mon poste qu'elle m'a succédé. D'accord. On peut peut-être dire un mot sur la création de Louan. Oui, bien sûr. Pour des raisons de réforme que nous connaissons régulièrement à l'université de Caen, il y avait une équipe qui s'appelait le Centre d'études normandes qui ne pouvait plus être équipe de recherche. Et donc avec Lucien Musset en particulier, René Lepelé et un certain nombre d'autres collègues à la fois en littérature française et en histoire, on a été amené à créer une équipe pluridisciplinaire qui ne devait pas être une équipe de recherche à proprement parler, parce que chacun, on appelait ça un office. Voilà. Donc en 94, on a créé Louan, dont j'ai été le directeur pendant à peu près 6 ou 7 ans. Et là, on a rassemblé autour de nous toutes les bonnes volontés qui voulaient travailler en particulier sur la Normandie médiévale. Alors, il y a des historiens, il y a des latinistes, des gens, des spécialistes de littérature, des juristes, des médecins, toute personne qui travaille sur la Normandie est de droit membre de Louan. Et ensuite, Catherine Bougie m'a succédé pendant 2 mandats également, et elle a continué parfaitement le travail qu'on avait initié avec Lucien Musset, René Lepelé, puis moi-même. D'accord. Et les colloques de Cerisy ont été organisés dans ce cadre-là. Dans le cadre de Louan. Dans le cadre de Louan. D'accord. Ah oui, ça je ne savais pas. Voilà. Avec le cycle La Normandie médiévale. Oui, c'était un cycle. Ah oui, qui continue. Et cette année, c'est le 20e colloque, le 21e colloque que nous organisons sur l'abbaye de Savigny. On a publié avec Olivier les chroniques latines du Mont-Saint-Michel, un ouvrage un peu gros ici, qui fait 450 pages. Ce sont des textes qui, pour la plupart, n'avaient jamais été publiés et qui n'avaient jamais été traduits. Ce sont des textes latins qui viennent de la collection de manuscrits du Mont-Saint-Michel qui se trouve aujourd'hui à Avranches. Et alors, l'autre auteur, je laisse Marie-Agnès en parler, puisqu'il s'agit de Geoffroy Malaterra. Alors, c'est donc Geoffroy Malaterra qui raconte l'histoire de la conquête de l'Italie du Sud et en particulier de la Sicile. Conquête faite par les Normands à la même époque que Guillaume, donc au XIe siècle. Mais qui, à la différence de la conquête de l'Angleterre, a duré près d'un siècle. D'accord. Voilà. Et donc Geoffroy Malaterra, la particularité de Geoffroy Malaterra, c'est d'avoir raconté les exploits du comte Roger qui donc s'est illustré en particulier en Sicile pendant que son frère Robert Guiscard, donc tous des fils de Tancrède de Hauteville, étaient devenus ducs de Pouille, de Calabre et de Sicile. Voilà. D'accord. Le travail d'édition qu'on fait, qu'on mène tous les trois, c'est justement de montrer que parfois les textes méritent d'être revus, d'être révisés, d'être réinterprétés, d'être aussi parfois repensés au niveau du texte lui-même, puisque par exemple pour le texte de Malaterra, l'édition sur laquelle les historiens ont travaillé jusqu'ici, les historiens littéraires, l'édition de Pontieri devait être revue. Puisque le texte latin donc n'avait été établi que sans la connaissance de certains manuscrits qui étaient fondamentaux en fait pour le texte, pour connaître le texte, pour connaître le texte tel qu'il avait été composé par l'auteur. D'accord. Et donc ça suppose un travail effectivement de comparaison des manuscrits. Donc on revient aux manuscrits eux-mêmes, on les relit, on les compare et on redonne un texte qui est plus scientifique. Et c'est ce texte-là qu'on traduit et donc ensuite qu'on commente. D'accord. Alors, il y a un travail que
que fait à la perfection Olivier, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un lecteur de manuscrits. Il vous prend un manuscrit et il le lit comme moi je lis Ouest France. Il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre ce livre-là qui est au milieu et pour que Olivier, oui, celui-là. Olivier, tu prends une page de manuscrit et t'expliques un peu le travail que l'on peut faire sur une... Il y a de grandes pages de... Alors, il n'y a pas que des enluminures, évidemment, dans les ouvrages. Consigne de Lisieux, qui parle de ça. Ça n'a pas été préparé. Non, ce qui est intéressant, cette page était intéressante parce que elle a été composée par 3 scribes différents. Et c'est parfaitement illustré ici. Donc on voit les différences d'écriture. Ils sont ici très sensibles, alors que généralement, donc, elles peuvent l'être un peu moins, puisque contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où nous avons donc une écriture, on pouvait à l'époque, donc, on disposait à l'époque de plusieurs écritures. Là, on a un type d'écriture livresque, donc qui n'est pas le type d'écriture utilisé, par exemple, quand on rédige une note ou quand on rédige une correspondance privée. Et généralement, les écritures livresques donc sont plus facilement lisibles une fois qu'on connaît les codes, en l'occurrence donc les abréviations. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a, pour des raisons que l'on peut comprendre, le manuscrit est une peau d'animal, et donc pour faire 4 pages, il faut tuer un animal. Vous voyez le prix d'un manuscrit médiéval. Donc on essaie d'écrire beaucoup plus petit qu'autrefois, et d'autre part, on essaie d'avoir un système d'abréviation comme nous, quand on prend des notes, on ne prend pas tout fidèlement, on a un système d'abréviation. Eh bien, les moines avaient ce système d'abréviation, et c'est cela qu'il faut déchiffrer. Quelquefois, il y a des ambiguïtés, quelquefois le manuscrit a souffert, il y a des taches de moisissure s'ils sont mal conservés. Donc, il y a tout un travail de relecture. Et ce qui est extraordinaire, quand on l'a fait avec Olivier, c'est que la numérisation de certains manuscrits très abîmés nous permet de mieux lire le manuscrit que d'après cette numérisation, la numérisation simplement au sens scanné, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui. Oui, parce qu'elle fait apparaître. D'abord, on a la possibilité. Oui, on a la possibilité donc de travailler sur le module qu'on veut, puisqu'on peut agrandir. Oui. Ah bah oui. Et surtout, elle fait apparaître des écritures qui, à l'œil nu, paraissent effacées ou illisibles. Ah oui. C'est peut-être un petit peu. Une écriture grattée ne se verra pas, par exemple, parce que là, il faut soit une lampe de Wood, soit donc des réactifs particuliers qui fassent apparaître l'écriture. En revanche, donc, des choses qui, à la mairie d'Avranches, à la salle de travail de la mairie d'Avranches, même avec une loupe à grossissement donc assez fort, nous restait opaque, nous est apparu de manière très claire à l'écran. Ça me fait penser en archéologie, les photos d'avions, par exemple. Par exemple. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et est-ce que au cours de ta carrière, il t'est arrivé, dans ton travail, de rencontrer des surprises, de faire des découvertes importantes Non, pas proprement parler de découvertes comme, je ne sais pas moi, la découverte de l'Antique 3 ou la découverte de Tentankhamon. Non, mais dans le sens qui aurait été donné à un texte, et puis tu as la preuve que le sens était erroné. Ah oui, alors là, souvent, alors je prends l'exemple des chroniques du Mont-Saint-Michel. Je peux dire, avec Olivier, que nous avons traduit des textes qui n'avaient pas été lus depuis à peu près 4-5 siècles. C'est-à-dire que les moines du XVIIe siècle lisaient ce latin-là couramment, quelquefois ils se trompaient dans leur lecture, et comme ils écrivaient en français, on a cette histoire, soit de Don Huynh ou de Don Thomas Leroy, et pratiquement tous les chercheurs, même jusqu'à maintenant, continuent à dire sur le Mont
ce que ont écrit Thomas Leroy et Don Luynes. Et là, nous, on a repris les textes originaux, et on a découvert les fautes de lecture qu'ils avaient commis, les contresens de leur traduction, et on a, j'allais dire, offert un petit peu, depuis à peu près maintenant 3 ans, un dossier complet pour pouvoir reprendre l'histoire du Mont-Saint-Michel hors de toute légende. Un exemple, si vous voulez, le fameux raz-de-marée qui aurait enseveli la forêt autour du Mont-Saint-Michel en 709 est le fruit d'un contresens qui a été fait sur le texte latin par les moines dont je viens de parler. Et il y a encore des gens qui font visiter le mont et qui racontent le fameux raz-de-marée qui n'a jamais existé. Ah voilà, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes. C'est des petites choses quand même. Oui. Historiquement, ça, on ne peut pas dire que pour Malaterra, c'est pareil, l'édition. Je crois que pour un historien, même si pour la connaissance du texte latin et pour ce qui est de l'histoire littéraire, l'édition que produira Maria-Agnès, elle est véritablement la première édition critique qui aura été proposée du texte. Je ne crois pas, en revanche, que pour un historien médiéval, il en sorte quelque chose de neuf. Interprétation des détails, sans doute, mais du point de vue historique, je ne crois pas que... Du point de vue historique, essentiellement du point de vue linguistique, effectivement, le texte est modifié, parce que le Ponthierry s'était fié à un manuscrit, en fait, qui avait rendu la langue de Malaterra assez classique, et donc on est obligé de constater, finalement, que le latin de Malaterra est un latin assez remarquable tout de même, mais qui est, on pourrait dire, plus médiéval qu'on pouvait le penser. Mais effectivement, pour ce qui est de l'histoire de la conquête elle-même, mon édition ne va pas révolutionner les choses, mais on va pouvoir travailler quand même sur un texte beaucoup plus sûr d'un point de vue linguistique et littéraire. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les textes sur lesquels on va travailler ? Je me souviens que tu avais dit que au niveau du latin médiéval, on avait une profusion de textes. Oui. Donc il y a un choix à faire. Il y a beaucoup d'historiens qui n'ont soit pas encore été publiés, soit qui ont eu des publications au XIXe siècle, ou même antérieurement. Et actuellement, par exemple, pour l'histoire des Normands en Angleterre, les Anglais et les Américains publient beaucoup plus que nous. Parce que Guillaume le Conquérant fait partie de leur histoire. Dans toutes les universités anglaises, il y a un institut de recherche médiévale, et les historiens normands sont des historiens qui sont à l'ordre du jour, qui font partie de leur... Alors qu'en France, en dehors de Caen et de Rouen, personne ne travaille vraiment sur l'histoire des Normands. Donc on a là une heureuse concurrence. Et en Italie du Sud, c'est un peu la même chose, parce que pour les Italiens du Sud, la présence des Normands pendant 2 siècles a été une grande période de leur histoire. Et donc, dans chaque université, soit à Salerne, à Bari, à Palerme, à Messine, des gens travaillent sur les sources normandes. Et ce qui, évidemment, aboutit pour nous, grâce en particulier au colloque de Cerisy, à travailler avec les Anglais, les Américains, les Canadiens et les Italiens du Sud depuis maintenant pratiquement 25 ans. Et tous nos colloques de Cerisy sont des colloques internationaux avec ces gens-là, qui sont d'ailleurs devenus des amis, des collaborateurs. Je pense en particulier à l'université de Bari, en Italie du Sud, qui est une université proche du premier sanctuaire dédié à Saint-Michel. Et vous voyez que le lien avec le Mont Saint-Michel a été tout trouvé. On a organisé 4 colloques sur le culte de Saint-Michel en Europe. Et le dernier qui vient de sortir, il est là-bas, c'est celui-ci. C'est le colloque qui s'est tenu en 2008, et qui a été publié. Tu vas le montrer. Et qui a été publié en français et en italien. D'accord.
Voilà, et qui a été publié en Italie. Donc on a grâce à Louan et grâce, j'allais dire, à cette perspective de latin médiéval, créé des liens avec des universités depuis à peu près 25 ans. Et d'ailleurs, je crois que ça continue, en particulier pour Marie-Agnès, qui travaille avec l'université de Palerme, de Bari et de Naples. Ah oui. Où maintenant on peut dire qu'on a véritablement des collègues qui sont devenus des amis. Mais le fait que les Normands soient allés jusqu'en Italie du Sud et en Sicile, qui le sait? C'est pas si répandu que ça. Enfin, je pense pas. Alors, c'est vrai que malheureusement, en Normandie, on le sait sans doute pas suffisamment, mais en revanche, en Italie du Sud et en Sicile, les gens, les Italiens le ressentent véritablement, surtout en Sicile, et ils sont très souvent très soucieux de commémorer, de faire vivre cette ancienne présence normande, parce que c'est une présence qui a eu un rayonnement tout à fait extraordinaire pendant la période médiévale, et notamment au niveau du syncrétisme des différentes cultures, byzantines, musulmanes, franques, enfin normande, donc culture franque. Et donc c'est vrai que à l'étranger, on a vraiment conscience de cette histoire, beaucoup plus qu'ici. Mais ceci dit, dans la région normande aussi, quand même, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, cette histoire aussi a suscité beaucoup d'expositions, beaucoup de colloques, et je pense que c'est une histoire qui commence quand même tout de même à être de plus en plus connue aussi en Normandie, et a suscité aussi beaucoup d'intérêt auprès des gens et des érudits de Normandie. D'ailleurs, le premier colloque que nous avons organisé à Cerisy, avec les collègues italiens, c'est les Normands en Méditerranée. Le livre, je l'ai apporté. Ça a été notre premier colloque. Et beaucoup de collègues de l'université, je ne parle pas des politiques, m'ont dit, mais pourquoi les Normands en Méditerranée? C'est-à-dire plus personne ne savait, en dehors de quelques chercheurs et quelques universitaires, plus personne ne savait que les Normands avaient possédé l'Italie du Sud et y avaient construit des cathédrales remarquables qui sont encore debout. Et les Italiens, comme le disait Marie-Agnès, ont le souvenir extrêmement vivant de cette période normande, qui a été une période assez unique dans leur histoire, parce que c'est le seul moment où il y a eu une paix véritable entre les différentes communautés qui s'étaient toujours fait la guerre, c'est-à-dire entre les Lombards d'une part, les Grecs d'autre part, et les Arabes. Et les Normands, avec une fermeté, pour ne pas dire une autorité musclée, par la terreur, ont imposé une paix qui a permis cette collaboration entre toutes les communautés. Et qui a produit des œuvres remarquables. Il y avait des ateliers de travail où il y avait des latinistes, des Lombards latinistes, des hellénistes, les Grecs d'Italie du Sud, des Arabes et des Juifs qui travaillaient ensemble sur des textes. Ça a été quand même une grande période de l'histoire, et ça a été l'ébauche de la Renaissance, qu'on va appeler après la Grande Renaissance. Cette ignorance de l'histoire n'est pas spécifique à la Normandie. Les collègues bretons se plaignent aussi de l'ignorance de l'histoire de Bretagne auprès de... C'est-à-dire qu'on a une histoire jacobine en France, le pouvoir central, parisien, de l'Île-de-France, a imposé sa propre histoire des rois de France, au mépris, pendant très longtemps, au mépris des histoires régionales. Et vous pouvez prendre encore un livre d'histoire de France aujourd'hui, vous trouvez quand même un chapitre sur Guillaume le Conquérant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la tapisserie de Bayeux, sinon on n'en parlerait pas. L'histoire de la Bretagne, qui est une grande histoire, l'histoire de l'Aquitaine, qui est une grande histoire, l'histoire de la Bourgogne, qui est une grande histoire, sans parler des Flandres et de l'Alsace, tout ça c'est néantisé
par le pouvoir central en 2012 encore. C'est pour ça que notre action n'est pas une action anti-française, bien évidemment, mais on peut allier l'appartenance à la France et faire vivre des communautés régionales. Alors, je ne parle pas de langue régionale, parce qu'il n'y a pas de langue normande. Devant Olivier, qui est un breton, je ne vais pas dire que la langue bretonne qui est enseignée aujourd'hui, c'est une langue, authentique, puisque c'est une langue un petit peu refaite, parce que tous les parlers étaient différents selon les régions, donc on a recréé un peu une langue. La langue qui est enseignée en Bretagne actuellement est une langue qui n'a jamais été parlée, à proprement parler. Je le tiens d'un breton de Brest qui lui est bretonnant et qui est contre le diwan. Donc je me cache derrière lui. Non, mais mes parents, je suis du Finistère Nord, ma belle famille est de Morbihan. Mes parents et beaux-parents étaient bretonnants. Ils ne se comprenaient pas. Ouais. Voilà le chapitre un peu qu'on peut dire sur l'explication de la méconnaissance de notre histoire. Bon, tout le monde se souvenait quand même de la conquête de l'Angleterre à cause de la tapisserie de Bayeux, mais de l'Italie du Sud, plus personne. Oui, voilà, comme quoi on efface bien les mémoires. Bah oui, c'est un peu le propre de l'histoire. Oui. Et ce qui donne du travail aux historiens. Voilà. Voilà. Pour nous, c'était une redécouverte passionnante. Et on peut dire qu'on a beaucoup été aidés par les pouvoirs politiques locaux. Conseil régional, conseil généraux, qu'ils soient de droite ou de gauche, tout le monde était partant pour nous soutenir. Quand on a fait la publication du colloque de Cerisy sur l'architecture normande, on a quand même obtenu une subvention de plus de 600 000 francs à l'époque pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que le livre a été vendu à moitié prix, puisqu'on avait bénéficié d'une subvention. Et là, on doit rendre hommage un peu à tous ceux qui nous ont aidés. Et le propre de Louan, justement, ça a été de créer des liens avec la DRAC en particulier. On travaille depuis l'origine avec la DRAC de façon remarquable. Et puis, on a un soutien des conseils généraux et des conseils régionaux d'une façon absolument remarquable. D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'apport des nouvelles technologies à votre travail? Qu'est-ce que les nouvelles technologies apportent de plus comme progrès? En quoi elles vous aident et vous font aller plus vite? Plus vite, je ne sais pas. On travaille mieux, à l'évidence. Dans votre synopsis, vous aviez proposé posé une question sur la part de travail solitaire. Oui. Je crois personnellement, elle reste encore importante. Nous travaillons en équipe, bien évidemment, mais la part de travail dans le secret du bureau ou dans une bibliothèque, seul à réfléchir sur les textes, en ce qui me concerne en tout cas, est encore prépondérante. Ouais. Mais il est vrai que la numérisation, de ce point de vue-là, pour ce qui est de la lecture, de la prise de connaissance des états du texte sur lesquels nous travaillons, la numérisation a apporté beaucoup. Autre chose aussi, pour la connaissance de la langue, les banques de données, qui nous permettent d'avoir une vue plus complète que celle que nous offrent les dictionnaires, et qui surtout permet des recoupements que l'esprit ne fait pas toujours. Voilà. Oui. Il reste que chaque chercheur doit s'approprier le travail de ses devanciers, et que je ne crois pas que la machine puisse remplacer justement cette connaissance intime des instruments de travail. Puisque nous nous penchons sur le latin, qui est une langue, il y a la connaissance de cette langue, et on s'aperçoit que même avec l'âge, certaines choses résistent, et qu'on se pose toujours des questions sur l'interprétation juste de tel ou tel détail. C'est souvent de l'ordre du détail, et on peut effectivement, dans une traduction, passer sur la difficulté. Il reste que ça n'est pas satisfaisant.
Et quoi qu'on fasse, j'ai pas l'impression, donc, enfin, en tout cas, c'est le constat presque d'échec à laquelle je suis arrivé en cette carrière, c'est qu'on n'atteint pas dans la langue sur laquelle nous travaillons l'intimité que nous pouvons avoir donc avec notre langue maternelle, par exemple. Et la chose est encore peut-être plus difficile, puisque si on prend un auteur comme Malaterra, qui se place donc après la révolution carolingienne, il y a eu un retour, bien évidemment, à la langue classique, mais c'est une langue qui est extraordinairement composite et presque artificielle, puisqu'elle puise à différents états, enfin niveaux en tout cas, de langue, avec un vocabulaire finalement extrêmement riche, dont on a la surprise de voir. Donc, il y a des apax apparents dans Malaterra. Je dis bien apparents, puisque nous n'avons pas... Apax, explique-nous. Oui, Apax. oui. C'est un mot qui n'apparaît pas ailleurs dans une œuvre latine conservée. Donc c'est la seule apparition du mot. Donc il faut l'interpréter, il faut le traduire avec le contexte. Voilà. Oui. Alors, effectivement, les apax en question sont souvent des mots dont on peut assez facilement deviner le sens. C'est la langue latine est comme la langue actuelle, c'est-à-dire elle se crée des mots dérivés avec des suffixes qui étaient vivants par ailleurs et qui permettaient de former un autre mot. Donc en fait, ce sont des mots dont on peut retrouver finalement la racine assez facilement, la plupart du temps, et en comprendre le sens. Mais ceci dit, effectivement, les constructions restent parfois complexes et méritent une réflexion importante que les outils ne peuvent pas faire à notre place. Alors, pour ajouter aussi à ce que disait Olivier sur les outils, c'est vrai que à l'université de Caen, il y a un pôle document numérique qui s'est mis en place depuis quelque temps et qui nous donne aussi de nouveaux instruments de travail. Qui permettent donc de numériser les textes et puis ensuite donc de les interroger de façon multiple, et puis également aussi en collaboration avec les presses universitaires de Caen, donc de mettre nos éditions en ligne et donc de les divulguer à un public plus large. Je pense notamment au travail que vous avez fait tous les deux donc sur les chroniques latines, qui est accessible, dont le texte est accessible outre donc sous la forme du papier sur le site de l'université de Caen, sur le site des PUC. Et puis un travail est en train de voir le jour aussi actuellement donc sur un livre sur l'histoire des poissons qui va être aussi bientôt sur le site des presses universitaires de Caen. Et en fait, c'est vrai que l'outil informatique permet de donner plusieurs lectures du texte, puisque c'est un texte donc qui intéresse l'histoire des sciences, et donc qui va intéresser pas seulement les latinistes, mais aussi les historiens des sciences, qui pourront en fait faire une lecture un peu particulière du texte en ne disposant par exemple que du français et des notes qui enrichissent le commentaire scientifique, ou bien donc une lecture faite plutôt par les latinistes et qui seront intéressés surtout par la langue elle-même. Donc en fait, l'outil informatique permet de diversifier les lectures en fait donc c'est un outil pour la recherche, mais c'est aussi un outil de vulgarisation, de diffusion plus importante de nos recherches. Ah oui. Oui, pour prendre l'exemple dont parlait Marie-Agnès, avec les chroniques latines, on a en ligne non seulement le texte latin que nous avons publié, non seulement la traduction, mais également les manuscrits numérisés, et chacun peut voir si dans notre choix des bonnes lectures, en ayant recours aux manuscrits, ils peuvent avoir les 2 ou 3 manuscrits dont nous nous sommes servis. Bon, quelquefois, quand il y a 30 manuscrits, c'est pas possible. Mais on a retenu en particulier les manuscrits du Mont-Saint-Michel, 3 grands manuscrits, et les gens peuvent comparer nos lectures. Donc ils ont accès non seulement au texte latin, non seulement à la traduction, même aux manuscrits. Et là, il faut bien reconnaître que le travail des presses universitaires a été quelque chose d'exceptionnel, et même de très novateur au niveau européen. Oui. On a bénéficié en outre d'un partenariat, c'est-à-dire exemplaire, avec la ville d'Avranches, puisque on a travaillé, moi je travaille depuis 20 ans sur les manuscrits d'Avranches, avec Jean-Luc Le Servoisier en particulier,
qui est toujours très accueillant. La municipalité d'Avranches nous accueille très volontiers. Et on a participé également à la création du scriptorial, qui est une mise en valeur de cette collection de manuscrits qui était autrefois la possession des moines du Mont-Saint-Michel. Et là, actuellement, on a un grand projet de reconstituer virtuellement la bibliothèque originelle du Mont-Saint-Michel par des procédés numériques qui nous donnent beaucoup de travail et avec des logiciels extrêmement complexes ah oui, c'est un projet qui quelquefois m'empêchent de dormir. Oui. C'est pour dire. C'est en cours, ce projet. C'est en cours, oui, c'est un projet qui va voir le jour. On a obtenu le label du ministère de la Culture avec la création pendant 1 an d'un ingénieur pour veiller justement à la mise aux normes du langage du logiciel. Oui, d'accord. Oui. Donc non seulement ça nous oblige à travailler, mais ça permet de donner du travail à des jeunes. Oui, oui. Voilà. Donc le numérique apporte beaucoup, mais ne supprime pas la tâche du chercheur. Et actuellement, c'est une des priorités de l'université de Caen, dans tous les domaines. Oui, oui. Alors justement, tu parlais des jeunes, là. Si on essaye de parler un petit peu d'avenir, là, par rapport aux études latines. Alors là, c'est plutôt vers les jeunes qu'il faut se tourner. Qu'en est-il de la fréquentation des études latines, des débouchés? Là, je crois que nous sommes tributaires de la situation qui a été faite au latin dans l'enseignement secondaire. Oui. Puisque quand je suis arrivé... Aux langues anciennes en général. Oui, quand je suis arrivé en 1994, donc je ne dirais pas que nous croulions sous les effectifs, mais en latin débutant, je me souviens, c'était en 1996, Philippe Fleury et moi, donc, avons fait passer 250 étudiants en grand débutant, en latin lettres modernes, ce qui représentait c'était l'équivalent donc entre préparation des épreuves écrites, correction des copies, épreuves orales, quelque chose comme 15 jours à 3 semaines de travail plein. Oui. Et il y avait donc à côté le latin patrimoine. Là ? Le latin patrimoine. Ah oui. Donc qui est le latin sans latin en quelque sorte. Oui. Voilà, sans la connaissance de la langue latine. D'accord. Ce qui prouve l'importance donc des effectifs à cette époque. Et maintenant nous sommes arrivés à des effectifs squelettiques, puisque, sauf exception, nous les comptons, donc, disons les doigts des 2 mains, pour être généreux. Oui, on est obligé de reconnaître que les effectifs ont effectivement beaucoup diminué, surtout en lettres classiques. En lettres classiques, la section purement en lettres classiques n'a jamais été non plus extrêmement riche. Quand j'étais moi-même à l'université de Caen, quand j'étais étudiante, on était entre 10 et 15 par année maximum. Oui. C'est vrai qu'en lettres modernes, les étudiants ont toujours été beaucoup plus nombreux. C'est vrai que actuellement, en fait, partout, les études, que ce soit en lettres classiques, en lettres modernes ou même en histoire, les étudiants ont plutôt tendance à s'intéresser à la période contemporaine, voire moderne, plutôt qu'à la période médiévale ou à l'époque antique. Ceci dit, les collègues d'histoire, de lettres, les collègues de philo sont conscients, parce qu'ils en ont besoin, de l'importance de l'enseignement du latin et du grec. Et donc, on a quand même des étudiants qui sont, du coup, pour la plupart débutants, mais on a quand même des étudiants qui viennent, donc peu en lettres classiques, certains quand même, et puis des philosophes et des historiens qui viennent assister à nos cours et qui se forment en étant débutants à l'université. Alors c'est vrai qu'on a de moins en moins d'étudiants en lettres classiques parce qu'il y a de moins en moins d'enseignement de latin et grec au lycée. Il y en a encore beaucoup en collège. Oui. Mais l'offre est tellement importante pour les jeunes actuellement en collège et lycée que effectivement le latin et le grec est mis en concurrence avec d'autres enseignements et que le choix ne se fait plus prioritairement sur ces enseignements.
Et les étudiants, en arrivant à l'université, s'aperçoivent qu'ils ont un manque dans leur formation et donc reviennent tout de même vers le latin et grec, pas forcément en faisant des études de lettres classiques, mais en faisant des études d'histoire ou de philosophie ou de lettres, de lettres modernes. Ils reviennent vers ces enseignements qui sont indispensables dans leur formation. Indispensable d'un point de vue culturel ou pour plus tard professionnellement? Les deux, effectivement, parce que effectivement, dans les métiers des bibliothèques, dans les métiers du patrimoine, dans les métiers d'édition, il y a besoin de latinistes et d'hellénistes. Ah oui. Et j'en discutais encore avec une amie qui est ingénieure dans un autre laboratoire, qui me disait qu'elle avait besoin d'un jeune qui soit spécialisé, qui pour faire de l'édition de texte et qui connaisse véritablement le latin, parce que elle avait besoin du latin dans les textes, mais aussi parce que ce sont souvent des jeunes qui sont très bien formés du point de vue de la langue et qui sont capables véritablement de faire des corrections qui ne se limitent pas à l'orthographe ou à la ponctuation, mais qui sont véritablement capables de faire des corrections de langue, de syntaxe, de reformuler éventuellement parfois des choses. Et donc ce sont des étudiants qui ont vraiment suivi normalement une formation très solide, non seulement en littérature mais aussi en langue, et donc qui sont recherchés dans des métiers du patrimoine ou de la culture ou de l'édition. Ah oui. Une illustration de ce que disait Marie-Agnès, même si elle n'est pas française, à l'occasion d'un colloque donc en 2000, un collègue d'Amsterdam me disait que la moitié donc, de leurs étudiants de licence étaient recrutés par les informaticiens, à cause justement des qualités inhérentes à la formation. Ah oui. Mais donc, pour faire des métiers qui n'ont plus rien à voir avec le latin. Rien à voir avec le latin et le grec. Simplement, ça permet donc esprit d'analyse, précision, etc. Qualités qui sont très appréciées par les informaticiens pour conception logicielle, etc. Ah oui, oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup d'étudiants en lettres classiques, mais on en a ailleurs. Parce que voilà, ce sont des viennent, voilà, le problème en fait qu'on rencontre, c'est que ce sont rarement des étudiants qui veulent se spécialiser dans l'étude du latin et du grec, qui en font en quelque sorte comme une science auxiliaire d'une autre science. Et du coup, on va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des doctorants. En tous les cas, à l'université de Caen, on a peu de doctorants dans nos disciplines, et c'est ça qui pose effectivement problème. Ah oui, ah oui, oui. Et une des difficultés de l'apprentissage des langues anciennes actuellement, c'est que l'enseignement de la grammaire dans l'enseignement secondaire a été passablement réduit dans les années, même si on constate actuellement un retour, ce qui fait que nous avons des étudiants qui se destinent à des études de lettres, par exemple, lettres modernes, mais qui sont incapables d'analyser une phrase simple parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, n'ont pas les outils qui leur permettent cette analyse. Et nous, donc, sans connaissance grammaticale de base, il est difficile. Disons qu'on considère que les choses sont acquises. La réalité prouve qu'elles ne le sont pas. Il y a tout à refaire. Alors le paradoxe, c'est que les étudiants sont très peu nombreux, comme Olivier et Marie-Agnès viennent de le dire. Le paradoxe, c'est que la recherche dans les langues anciennes, en particulier en latin, connaît un développement extraordinaire. Il faut quand même évoquer qu'à Caen, grâce à Louis Calbat, il y a eu une ouverture des études linguistiques vers Vitruve et tout un aspect, j'allais dire, inhabituel, qui est les techniques de construction dans le monde antique. Et après, il s'est intéressé également au Moyen-Âge pour les manuscrits. Actuellement, à l'université, il y a des programmes de recherche, non seulement sur Malaterra, un auteur médiéval qui a écrit un ouvrage sur les poissons, une encyclopédie dont une partie sur les poissons va voir le jour. Olivier travaille sur un énorme chantier qui s'appelle l'Histoire Auguste dont il a parlé. Et puis il y a les travaux que nous allons faire également sur un autre historien normand, le seul à avoir parlé des Vikings, qui s'appelle Dudon de Saint-Quentin. Ah oui. Et avec Olivier, on va
dans les années qui me restent. Lui, il en a encore beaucoup. Mais on va essayer de mener à bien. C'est un travail énorme avec comment dire, c'est un texte qui n'a jamais été traduit. Hein. C'est pourtant, Dudon de Saint-Quentin, c'est le seul auteur qui a publié vers les années 1010-1020 l'histoire des Vikings et des premiers ducs de Normandie. Et quand tu parles de texte, pas en nombre de pages, mais c'est quel volume, quoi. Disons que par rapport au Budé que Olivier a en main, ça correspond à 5-6 Budés à peu près. D'accord. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Et il écrit dans une langue, c'est pour ça qu'il n'a jamais été traduit, il écrit dans une langue très, comment dire, il essaie de faire de belles phrases. D'accord. Alors quelquefois il se prend les pieds dans le tapis, et nous, faut qu'on traduise le texte que l'on a. On n'a pas à interpréter, on a à traduire le plus fidèlement possible ce texte, et qui, qui nous offre des informations capitale sur l'histoire de la Normandie. Alors, c'est le seul point de désaccord que j'ai toujours eu avec le professeur Lucien Musset, c'est que Lucien Musset estimait que Dudon de Saint-Quentin, qui faisait de la littérature, était un auteur pitoyable, il fallait pas en tenir compte. Ceci dit, tout ce qu'il racontait sur les premiers ducs venait de Dudon de Saint-Quentin, parce qu'on n'a aucune autre source. Et alors, avec un certain nombre d'autres collègues historiens, comme Pierre Baudouin, on réhabilite un petit peu Dudon. On explique un petit peu quelle était sa conception de l'histoire et ce qu'il a voulu faire. En faisant de belles phrases, il estimait que l'histoire des Normands était une belle histoire, une intégration à la culture occidentale par la conversion au christianisme, et donc il a voulu une langue qui soit digne d'une telle aventure. Et c'est ce que faisaient d'ailleurs les historiens antiques. Il recrée des discours, il recrée des dialogues, il refait un petit peu une belle histoire, il dramatise les batailles, mais ce faisant, il imite Tite-Live, Sallust, César et tous les autres grands historiens romains pour lesquels la prose d'art est une prose qui seule est digne de raconter la grandeur de Rome. Ah oui. Ça me paraît une belle conclusion. Bon, on en reste là. Si vous avez d'autres choses à ajouter, mais ça me paraît une belle conclusion et optimiste, en disant qu'il y a peut-être moins d'étudiants qui y vont, mais il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est très bien. Ça me va comme conclusion. Bon, je vous remercie tous les trois de cette conversation. À bâton rompu. À bâton rompu. Ouais. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir accueillis.